Bien, bonjour à tous. Merci beaucoup de m'avoir accueilli dans cette journée. Je dois vous avouer que dès qu'on me dit qu'on va parler d'évaluation, je suis vraiment contente d'en être. Je pense que oui, ça fait 40 ans qu'on en parle au moins. Et néanmoins, il y a encore un chemin permanent qui est devant nous, qu'il faut continuer à labourer. Donc, c'est un sujet inépuisable apparemment, mais nous avons encore beaucoup de travail. Donc, je me réjouis vraiment et je salue l'initiative de cette journée, de cet après-midi. Je crois qu'on a besoin d'échanger en permanence parce que le contexte change et que ces questions se posent du coup de manière peut-être un peu différente. Alors moi, j'ai la chance de faire, comme le disait Bernard, un cadrage général. Donc c'est très confortable. Je pense que les choses plus précises viendront ensuite. Donc je vais simplement finalement partager avec vous deux points. Le premier, c'est ce que nous faisons, ce que nous essayons de faire au Conseil national d'évaluation de la formation professionnelle paritaire. Et puis, vous dire aussi un peu l'état de mes réflexions, plutôt du côté entreprise et personnel, donc plutôt au travers de ce que je peux voir aujourd'hui dans les entreprises adhérentes d'entreprises et personnel, qui sont toutes de grandes entreprises. Donc évidemment, c'est une limite importante à mes propos, c'est que ce que je connais, c'est ce qui se passe dans les grandes entreprises, et je connais beaucoup moins bien ce qui se passe dans les ETI ou les PME. Alors, premier point donc sur le Conseil national d'évaluation, au pluriel d'ailleurs, j'insiste. Vous savez que c'est le fruit de l'ANI et néanmoins ce conseil a été mis en place le 5 mai 2011. Donc on voit déjà là que même si dès le départ cette volonté d'évaluer était présente parmi les partenaires sociaux, et bien finalement il a quand même fallu du temps pour en arriver à la création effective de ce conseil. Et je crois que là, quand on dit ça, on en dit déjà que le sujet n'est pas si simple, n'est pas si facile, même si tout le monde le souhaite, l'appelle de ses voeux et y tient énormément. Qu'est-ce que nous avons fait au sein du CNE ? Nous avons commencé par nous mettre d'accord sur ce que c'est que l'évaluation. Ça, je vous le refais pas, mais je pense que vous avez tous, évidemment, en permanence ce genre de réflexion. Nous avons donc essayé de définir ce que nous entendions par évaluation, le distinguer de ce qu'on peut nommer l'audit, le diagnostic, le suivi, enfin essayer de préciser. Et nous nous sommes vraiment attachés à une définition qui porte sur les effets, les impacts d'un dispositif, d'une politique, puisque le sujet du CNE, c'est de se dire, ce que les partenaires sociaux ont voulu faire, est-ce que ça fabrique, est-ce que ça fait ce qu'on voulait que ça fasse ? C'est aussi simple que ça comme question. À partir de là, nous avons décidé de prendre un certain nombre de thèmes, sachant qu'on n'allait pas pouvoir traiter tous les dispositifs de l'ANI ou tous les publics visés par l'ANI, et donc on s'est mis d'accord sur, un programme de travail sur 2-3 ans. Le premier sujet sur lequel nous avons travaillé, c'est la période de pro. Actuellement, nous avons démarré une étude sur TPE-PME. Et puis, nous avons en ligne de mire un travail aussi sur les peu qualifiés. C'est les 3 sujets qui sont ressortis comme étant à la fois les plus importants pour le Conseil et en même temps ceux qui n'étaient pas traités par d'autres, puisque nous avons évidemment la volonté de ne pas refaire ce qui est fait par tous les acteurs du secteur. Et il se passe en fait des tas de choses en matière d'évaluation. Donc il est important aussi de ne pas s'amuser à refaire 3 fois de suite une évaluation du DIF, une évaluation du CIF, etc. etc. Donc nous avons publié dans le premier rapport qui est sorti en décembre ce que nous avions fait sur la période de pro. Je vous renvoie au document. Et nous avons également choisi un certain nombre de thèmes transversaux que nous avons décidé de traiter systématiquement dans toutes les études que nous mènerions. Un premier thème transversal, c'est celui de l'homme-femme, l'équilibre homme-femme. Est-ce que les dispositifs ont un impact identique dans les deux populations. Et puis la question des peu qualifiés qui est aussi une ligne de mire. Et puis enfin la question de la mutualisation de ce qui peut être fait en particulier au travers des appels à projets FPSPP. Donc on a comme ça des axes transversaux qu'on prend systématiquement dans toutes les études que nous menons. Voilà aujourd'hui. Alors moi ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est qu'on a passé quand même pas mal de temps au sein du Conseil à se poser des questions sur est-ce que là on est bien en train d'évaluer, quelles sont les limites du travail qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, comment est-ce que finalement on arbitre entre quelque chose qui serait très quantitatif et des choses qui sont plus qualitatives. Moi, il me semble extrêmement important dans la démarche que nous avons choisie, systématiquement, d'intégrer aussi un regard qualitatif. Il s'agit aussi de savoir
comment les acteurs, à un moment, s'emparent d'un dispositif, s'emparent d'une pratique, la manière dont ils en font quelque chose qui n'était pas forcément prévu dans les textes, parce que ça me semble être tout aussi intéressant à comprendre que de dire on a eu tant de pourcents, on a eu 2% des salariés actifs qui... Voilà. Je crois que vraiment, les démarches d'évaluation qu'on essaye de mener, c'est aussi de comprendre comment la mécanique se met à vivre sur le terrain dans un certain nombre de contextes. Donc, du coup, c'est vrai qu'on ne va pas très vite. Je le dis avec toute tristesse, mais simplicité. Si on veut bien faire les choses, c'est long, c'est lourd, ça oblige à chaque fois vraiment à s'interroger sur ce qu'on est en train de faire. C'est vrai que on n'est pas non plus là tous les jours. Hein. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui prend du temps. Et malheureusement, tous les jours, on se dit aussi, on devrait en faire 10 fois plus, 20 fois plus, parce qu'il y a vraiment un besoin et il y a vraiment une nécessité de porter ce regard évaluatif sur ce qui se passe en termes de pratique. Voilà, moi, je dirais un peu où on en est là-dessus. Alors, vous voyez, c'est un bilan à la fois très positif parce que le CNE est un lieu vraiment de partage, de réflexion en commun, de bonnes questions, d'une démarche que je trouve très, très positive. Et en même temps, c'est aussi épouvantablement long et lent de vouloir bien faire de l'évaluation. Et ça, je crois que là-dessus, il faut à un moment l'admettre, mais c'est toujours un peu frustrant de se dire, allez, et si on lançait un truc, et puis dans 3 mois, on saurait, ça marche pas. Non, on n'est pas dans cette posture-là, on n'est pas dans une posture blanc-noir, ça marche pas. On essaye de comprendre comment ça marche plutôt que ça marche pas. Voilà donc pour le CNE. Alors peut-être aussi partager avec vous un certain nombre de réflexions que, alors là plutôt du côté entreprise et personnel, je peux avoir sur l'évaluation de la formation. Là donc je change un peu de contexte, hein, on est moins dans le contexte forcément de l'ANI. Moi ce qui me frappe beaucoup aujourd'hui, c'est la confusion qui existe dans les entreprises autour du mot formation. Je vais dire peut-être des banalités, mais je crois que c'est important de le rappeler. Il y a vraiment derrière cette idée d'évaluer la formation, l'idée d'évaluer finalement un processus d'apprentissage. On se dit que la formation, c'est un processus pédagogique. Pédagogique, ça veut dire d'apprentissage. Donc on essaye de se dire, est-ce qu'il y a des gens qui apprennent des choses, et ils apprennent quoi, ils en retiennent quoi, enfin voilà. Et on est vraiment sur l'idée que cette évaluation pourrait se faire de manière finalement, je ne vais pas dire simple, mais après tout, s'il y a un processus, on regarde à la fin, il y avait des objectifs pédagogiques, donc on n'a qu'à regarder les résultats pédagogiques. Mais, deuxième point, la formation, c'est aussi, et à mon sens beaucoup dans les entreprises, c'est aussi une pratique sociale. Et cette pratique sociale, elle est habillée de tas d'autres intentions que la dimension pédagogique. Faire de la formation, monter des formations, dépenser des budgets formation, faire un plan de formation, négocier la formation, tout ça c'est de l'ordre de la pratique sociale ou des pratiques sociales. Et ça a forcément un rôle extrêmement déterminant dans ce qui va se passer au niveau du dispositif pédagogique. Et je trouve que vouloir amalgamer un peu les deux en disant on va évaluer l'un comme s'il était détaché de l'autre, me semble être une vue de l'esprit. Je pense que vraiment, la formation est toujours située. Elle est toujours dans un contexte. Elle est toujours quelque part, par rapport à des objectifs, par rapport à une situation d'entreprise, par rapport à des enjeux, par rapport à des acteurs. Et tous ces éléments-là sont indispensables à prendre en compte si on veut réellement évaluer quelque chose de l'ordre des effets de la formation. On ne peut pas isoler le processus pédagogique comme s'il était en soi quelque chose qu'on pouvait mesurer et où on pouvait dire c'est bon, c'est pas bon. Toutes les raisons pour lesquelles un dispositif permet qu'il y ait ce processus d'apprentissage ne tiennent pas qu'à la pureté, j'ai envie de dire, pédagogique ou du dispositif bien conçu ou mal conçu. Et évidemment, à partir du moment où on a dit ça, on pose une équation impossible, parce que vouloir mesurer des choses de l'ordre de l'acquisition de connaissances, même de compétences, prétendre ensuite aller jusqu'au niveau 3 de Kirkpatrick, moi, je veux bien, mais de quoi parle-t-on vraiment? Comment est-ce qu'on peut à un moment... Alors, ça fait joli, les entreprises sont ravies, elles ont dépensé de l'argent, elles disent on évalue, on fait des camemberts, on fait des schémas, des dessins, vous avez vu, on est super scientifique, génial, etc. Mais le problème n'est pas là. Le problème, il est quand même de prendre l'ensemble de la dimension formative, j'ai envie de dire, dans un contexte organisationnel. C'est quand même ça qu'il faudrait qu'on arrive à comprendre. Et du coup, moi, je me demande de plus en plus, en tout cas dans les chantiers sur lesquels j'interviens,
je me demande de plus en plus si on n'aurait pas intérêt à laisser tomber cette dimension évaluative telle qu'on la pose autour du processus pédagogique et s'intéresser peut-être plus à la question du transfert en tant que tel et rentrer par la question du transfert plutôt que de rentrer par la question des processus pédagogiques. Parce que quand vous travaillez sur le transfert, le fait qu'il y a eu transfert en situation professionnelle, là vous êtes nécessairement obligé de prendre en compte le contexte, la situation de travail, la situation professionnelle, la situation organisationnelle. Et je pense que, en tout cas, pour avoir la chance d'être aussi impliqué dans un certain nombre de lieux de recherche universitaires, je pense que les travaux actuels qui sont en train de sortir sur justement le transfert, et ça a été très long avant qu'on voit des choses vraiment intéressantes, maintenant va permettre de nourrir cette question autrement. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas mesurer, évidemment qu'il faut mesurer, c'est déjà un progrès en soi, mais je dis juste le fond de la question qui est finalement ce qu'on met en œuvre en termes de formation avec ces deux versants, à la fois processus pédagogique et à la fois pratique sociale située dans un contexte, ce qu'on met en œuvre, ce qu'on veut savoir, c'est quels sont les effets qui sont produits. Et comme ces effets ne seront jamais indépendants du contexte, on a intérêt à déplacer notre regard, me semble-t-il, et à s'intéresser à un autre objet qui est celui de ce transfert, des conditions du transfert, de l'implication des acteurs dans le transfert et de la manière dont, effectivement, ça se passe ou pas, j'ai envie de dire presque indépendamment du processus pédagogique pur et dur qu'on pourrait mesurer comme ça de manière isolée. Voilà, c'est juste pour lancer les réflexions. Moi, voilà où j'en suis, très modestement. C'est un sujet extrêmement compliqué, donc je prétends absolument pas avoir la solution à quoi que ce soit. Mais je voulais peut-être vous dire comment voilà, aujourd'hui, peut-être j'ai envie de dire presque, on contourne la difficulté de l'évaluation. Je pense que si on avait la solution, on l'aurait peut-être déjà mise en œuvre un peu partout. Donc, peut-être qu'à force de se casser le nez contre cet objet qui résiste, il faut peut-être le prendre par un détour, comme ça, un peu autrement, pour essayer de faire avancer ce sujet qui nous tient tous à cœur. Alors, sur l'importance du thème, là, par contre, je suis à 100% avec vous. Voilà, merci beaucoup. Bien, merci pour... Merci pour tous ces éléments. Et effectivement, je dirais qu'ils montrent bien l'élargissement visé dans les démarches d'évaluation, ce qui va nous aider à les complexifier d'ailleurs un petit peu, n'est-ce pas, puisqu'on va garder les choses très simples et puis on va aller sur le terrain du plus complexe. Alors moi, ce que je vous propose, c'est qu'on ait un premier échange très rapide là-dessus, même si c'est un peu rapide en début d'après-midi, mais que vous puissiez réagir sur ce que vient d'évoquer Sandra, donc à partir de vos visions, de vos expériences. Donc je vais laisser la parole à la salle. J'espère qu'on va avoir quelques réactions rapides. Je vais juste poser une question, parce que comme j'interviens après, je ne voudrais pas qu'il m'arrive ce qui est en train d'arriver à Sandra, c'est-à-dire que personne ne prenne la parole. Donc par une espèce de solidarité. Donc je voudrais simplement peut-être que vous précisiez l'émission du Conseil national d'évaluation. Vous avez dit que création des partenaires sociaux dans le cadre de l'ANI de 2009. On a compris qu'il s'agissait d'évaluation des dispositifs. Enfin moi c'est ce que j'ai compris. Donc, évaluation de ce qui est attendu par l'ANI. Donc c'est beaucoup plus général. C'est vraiment un conseil qui prend l'ANI 2009 et qui dit alors, ce qu'on a voulu là-dedans, on y arrive ou on n'y arrive pas. Ça produit ce qu'on voulait que ça produise ou pas. Donc il y a une entrée par les dispositifs, mais il y a aussi des entrées par les publics. Il y a aussi, quand vous relisez l'ANI, il y a différentes entrées quand même. Pendant que vous réfléchissez à des questions intelligentes, de fond, je vais me permettre de vous raconter une petite anecdote sur le ton de l'ironie, pour vous montrer combien parfois il est difficile d'évoquer les moyens ou les idées que l'on peut avoir sur l'évaluation de la formation. Vous vous souvenez sans doute que dans une vie aujourd'hui très lointaine, qui remonte à l'ancien président de la République, donc en décembre 2011, le président de la République de l'époque avait demandé à M. Gérard Larcher de produire un rapport sur la formation en vue de prendre quelques décisions en mars-avril, juste avant l'élection présidentielle.
Et à ce moment-là, parallèlement, un groupe de députés et de sénateurs avait déposé une proposition de loi sur l'agrément qui devait être donné aux organismes de formation afin de garantir leur qualité. Sans faire aucune allusion ni aux normes, pardonne-moi, ni à la qualification, ni à tout autre système pouvant exister par ailleurs. Et donc à l'OPQF, nous avions pris notre belle plume, c'était donc vers le 15 décembre 2011, et nous avions écrit, il y avait quand même 70 parlementaires qui avaient signé cette proposition, et nous avions pris notre plus belle plume pour dire que nous étions ravis de voir que ces préoccupations existaient, et que cependant il existait un certain nombre de démarches, et que nous étions prêts à échanger avec eux, s'ils le souhaitaient, sur ce sujet-là. Nous avons eu 2 réponses, je ne citerai pas les noms, et dont notamment une s'est traduite par une audition, et donc j'ai rencontré cette députée qui ne s'est pas représentée aux législatives de juin 2012, donc forcément elle n'a pas été réélue, mais qui donc sur ce sujet-là m'a reçu et m'a posé un certain nombre de questions et m'a expliqué ce qu'elle pensait qui était important dans l'évaluation de la formation. Et son discours était à 99% centré sur, parce que c'est revenu plusieurs fois dans l'heure que j'ai passée avec elle, alors c'est là où je suis très ironique et très méchant, pardonnez-moi, sur, oui mais enfin, est-ce que les formations que les organismes de formation dispensent débouchent sur la certitude de l'emploi? Parce que vous comprenez bien que pour nous, le seul critère intéressant de qualité de la formation, c'est qu'ils permettent à la personne de retrouver un emploi. Bon, alors j'ai eu du mal à lui expliquer qu'il n'y avait pas que les demandeurs d'emploi, même si c'était très important, c'était pas aussi simple que ça, mais voilà. Donc le critère, c'était voilà, le bon critère d'évaluation, c'était il faut que ça débouche. Voilà, c'était juste pour être un peu ironique et permettre à des questions plus intelligentes de se développer. Mais juste pour rebondir en moins drôle, moi je suis tout le temps frappée par cette dimension complètement fantasmatique qui est véhiculée dès qu'on parle de formation. Mais c'est tout le temps, dans tous les discours, que ce soit la formation des chômeurs, que ce soit la formation dans l'entreprise, que ce soit, enfin, en permanence, proposer des formations, c'est forcément avoir des gens formés. Alors déjà, je m'interroge. Et puis, former, c'est forcément avoir des résultats immédiats, des effets immédiats en termes de qualification, de compétences, etc., etc. Et encore une fois, on regarde trop la formation comme des dispositifs et pas assez du point de vue des processus d'apprentissage. Et ça, pour moi, c'est un énorme sujet aujourd'hui. C'est pour ça aussi que je me suis exprimée plusieurs fois en disant il faut repenser les critères d'imputabilité. On a besoin de redéfinir ce que c'est que ce pourquoi on paye dans les entreprises. Ce n'est pas pour la formation qu'il faut payer, il faut payer pour que les gens apprennent des choses dans des contextes donnés. Donc, comment on se débrouille pour garantir qu'au travers de dispositifs très variés et beaucoup plus variés qu'on ne peut l'imaginer, effectivement, ce processus d'apprentissage a lieu. Et c'est par là qu'il faut rentrer. Ça me semble essentiel. Ce n'est pas parce que quelqu'un a été en formation qu'on a fini le sujet. Idem pour les chômeurs, idem... Vous savez, je suis également coprésidente du conseil scientifique de l'AFPA. La question de la formation des chômeurs, effectivement, c'est un des sujets les plus difficiles qui soient, beaucoup plus difficiles que de former dans les entreprises, croyez-moi. Là aussi, comment on pose la question ? Comment on pose la question ? Il suffit de les former, et puis c'est le problème est résolu. Mais les former à quoi ? Comment on va savoir que ce qu'on a fait réellement permet de faire quoi ? Et on est dans un univers en France où ces questions-là ne sont plus posées parce que le mot formation a tout dit. Donc là, je suis encore très très loin des questions d'évaluation. Il y a des représentations autour de ce thème, de ce mot, qui sont complètement de l'ordre du magique. C'est absolument fascinant, quoi. Qui veut prendre la parole ? Juste pour demander si à l'étranger, les approches sont fondamentalement différentes. Bah oui, elles sont différentes, oui. Enfin, moi, je connais évidemment pas tous les pays et il y a certainement des spécialistes dans la salle. Mais bien sûr que l'approche que nous avons est quand même très particulière. Elle est quand même tellement marquée historiquement. Enfin,
il y a une construction, pour le coup, sociale et politique quand même très, très spécifique à la France, avec des choses fabuleuses, qu'on nous envie beaucoup aussi à l'étranger. Mais oui, je pense que la vision de la formation en Allemagne, ou alors en Suisse, qui est un pays que je connais mieux, oui, c'est pas du tout du même registre. En particulier, les questions d'investissement individuel ne sont pas posées de la même manière. Enfin bon, toutes les questions de système, alors évidemment législatif, mais également financier, fabriquent aussi des pratiques spécifiques nationales. Bon. Non, enfin, oui, il me semble qu'effectivement, on est quand même assez particulier. Est-ce qu'on aurait intérêt à se rapprocher de certaines organisations, de certaines entreprises, de certains systèmes, dispositifs, qui soient aussi bien, puisque nous, on est concernés autant par la formation vers les publics salariés à l'entreprise que vers les demandeurs d'emploi, que vers les gens en situation d'insertion difficile. Donc, on couvre tous les publics. Donc, comment on pourrait faire ? Comment on pourrait faire pour essayer d'aller voir ce qui se passe ailleurs, faire un peu plus de benchmark avec des choses différentes. On en fait déjà, mais... Non, mais je pense qu'il y a des publications, il y a des études, il y a le CDFOP qui sort des choses, il y a des tas de lieux où on sort quand même des comparaisons et des choses comme ça, et ça mérite de regarder. À part ça, je ne suis pas capable, moi, aujourd'hui, de vous dire tel pays, c'est génial, ils ont tout compris, ça marche à tous les coups. Bien sûr que c'est de toute façon un sujet complexe, justement, parce que je pense qu'il est multidimensionnel et qu'il interfère. Il y a des tas de choses qui interfèrent, quoi. Et toute cette complexité, elle se retrouve dans l'évaluation. On ne peut pas avoir un sujet aussi complexe qu'on pourrait évaluer facilement. Donc forcément, voilà, on est face à ça. Autre question. Oui, non, peut-être simplement une remarque pour dire qu'on est dans une activité qui finalement est majoritairement payée par l'impôt, puisque nos organismes, en fait, dispensent des formations qui sont payées par le 1% formation. Donc c'est un peu comme un médecin qui est payé par l'impôt. Nous, on est également payé par l'impôt. Donc dans une période de tension budgétaire, il est logique que le financeur, l'État, vienne regarder de plus près comment est utilisé l'argent de la formation professionnelle. Alors c'est un débat récurrent, mais qui commence à être de plus en plus pressant. Ce qui veut dire qu'on ne pourra pas faire l'économie de donner des réponses à l'État sur des éléments quantitatifs de mesure de l'efficacité de ce qu'on fait. Donc, même si on est tous conscients, je pense que l'évaluation de la formation, c'est complexe, c'est long, c'est des processus, c'est de l'apprentissage et que c'est pas simple, ce discours-là, il n'est pas audible par les politiques. Donc, les politiques, ils ont besoin à un moment donné qu'on leur dise, par des critères quantitatifs, mesurables, voilà, on dépense X milliards d'euros, ces X milliards d'euros, comment est-ce qu'ils sont utilisés et comment est-ce qu'on peut améliorer leur utilisation. Donc c'est ça toute la difficulté de l'évaluation, c'est qu'on est conscient que c'est complexe et que c'est des processus sans doute longs, mais à un moment donné, on est quand même dépendant d'un financeur qui est l'État, qui a besoin, dans un contexte de raréfaction budgétaire, d'avoir des critères objectifs et donc réducteurs, mais qu'il faudra bien qu'on contribue à établir entre nous pour donner une réponse et des éléments de mesure qui puissent le satisfaire. Oui, non, mais complètement d'accord. C'est bien ça. Mais j'ai envie de dire, au-delà de l'État, les partenaires sociaux eux-mêmes ont besoin de ça et j'ai envie de dire, ont envie de savoir aussi si ce qu'ils ont décidé marche ou pas. Donc il y a une nécessité de continuer à avancer. Et la démarche en soi, elle est toujours positive parce que c'est quand même poser les bonnes questions à chaque fois. Donc ça, moi, encore une fois, je suis à fond pour. Bon, après ça, il faut aussi être relativement, je trouve, modeste sur ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Il y a quand même aussi beaucoup d'évaluations qui existent tous les jours au niveau des conseils régionaux, enfin, il n'y a pas rien non plus. Bon, on a des problèmes de sources, ça c'est évident, nous on se cogne contre ça régulièrement, et que les sources, il faut les améliorer, il faut les travailler, j'ai envie de dire. On manque de vision longitudinale, enfin, il y a des tas d'objets techniques, j'ai envie de dire méthodologiques qui nous manquent, mais bien sûr qu'il faut absolument continuer. Et c'est d'ailleurs peut-être en étant à plusieurs, avec des entrées différentes les uns et les autres, qu'on arrivera petit à petit à faire avancer les choses. Mais je pense qu'il y a maintenant, je trouve que c'est assez partagé, enfin, cette envie et cette nécessité de l'évaluation.
Mais je crois que si on revient on progresse quand même à votre intervention de tout à l'heure, la difficulté, on est bien sûr tout à fait d'accord là-dessus, c'est-à-dire qu'il faut à la fois être capable de produire des critères clairs, quantitatifs, compréhensibles, audibles par tout le monde, et puis en même temps savoir aller sur le terrain que vous évoquiez tout à l'heure, les terrains qui sont beaucoup plus complexes, qui permettent de contextuer, qui permettent de mesurer des opérations de transfert, etc. Et c'est vrai que parfois c'est un peu contradictoire. Mais c'est pour ça que je distinguais bien ma casquette CNE et ma casquette au sein des entreprises, où là on peut faire des choses que je ne peux pas faire sur les politiques publiques, c'est évident. Tout à fait. C'est évident qu'on ne peut pas avoir le même... C'est pour ça que je distinguais bien les choses. Simplement, moi, mon espoir, c'est que les deux s'enrichissent finalement, et qu'il y ait des effets vertueux en posant la question de l'évaluation de manière peut-être un peu différente dans un cas et dans l'autre. Et puis, je vous dis, à chaque fois, je m'interroge quand même sur... je pense qu'on aurait tous intérêt, pour votre prochaine journée, à se demander vraiment ce qu'on met derrière ce mot formation, enfin, à préciser aujourd'hui les choses. Ce qu'on paye quand on paye de la formation, c'est quoi? C'est quoi, finalement? Quand on voit qu'aujourd'hui, un certain nombre de pratiques... Enfin, les entreprises forment beaucoup plus qu'on ne le dit. Sinon, on n'en serait pas là, tout simplement. Mais elles ne forment pas comme on dit qu'elles forment. Et ça aussi, il faut arriver à le travailler. Il se passe bien plus de choses dans les entreprises que ce qu'on appelle la dépense formation. Il se passe bien plus de choses. Et ces choses-là, il faut aller les regarder, il faut les valoriser, il faut les comprendre, les analyser. Voilà, moi, c'est un peu bon. Ouais. C'est une piste. On est sur un territoire très riche. Philippe Célin. Oui, pour répondre à ta demande, Bernard, une question un petit peu plus prospective. Le CNE a été mis en place dans le cadre de l'ANI 2009. Il y a un autre ANI qui est apparu depuis, celui de janvier 2013, qui parle quasiment autant de formation que l'ANI 2009, en tout cas pour une grande partie. Est-ce que le Conseil national de l'évaluation aura aussi en charge l'évaluation des mesures formation figurant dans cette ANI 2013 ? Et par ailleurs, quel est éventuellement l'avis, s'il existe, du CNE sur une des mesures emblématiques en matière de formation sur l'ANI, qui est le compte personnel formation ? Alors, pour le moment, non. Ce n'est pas l'ordre du jour. D'abord parce que le CNFPT-LV est déjà l'acteur principal qui est complètement impliqué sur tout ça. Donc, pour le moment, j'ai envie de dire, c'est trop tôt pour vous dire... ce qui est sûr, c'est qu'on ne s'est pas saisi de ça pour le moment. Et je précise aussi que nous sommes vraiment dans des démarches, même si c'est discutable, mais quand même plutôt a posteriori. Donc, on va peu intervenir en amont. On peut donner des avis, mais pour le moment, on ne s'est pas saisi de cet objet-là. Mais peut-être dans 1 an, 2 ans. Claude ? Je suis ravi d'entendre de la part de Sandra et de Bernard qu'il faut regarder parfois ailleurs. C'est assez rare dans nos métiers de sortir de nos frontières. Le problème, le plus souvent, c'est qu'il y a des agences à la fois publiques ou qui dépendent des partenaires sociaux d'un certain nombre de pays ou de l'OCDE, mais que toutes les méthodologies qui peuvent être intéressantes, tous les outils qu'ils ont développés portent principalement sur les formations ou l'éducation formelle, l'enseignement, et pour certains pays d'Europe du Nord et d'Allemagne, sur l'apprentissage. Et très rarement sur notre champ tel qu'il est défini dans le Code du travail, de la formation professionnelle continue. C'est pour ça qu'il faut peut-être élargir aussi le champ d'investigation. C'est ce que je voulais dire sur d'autres pratiques d'entreprise aussi. Ouais. Est-ce que vous pourriez reformuler la question? On n'a rien entendu. C'était pas une question. Non, je disais tout simplement que de regarder au-delà des frontières sur ce qui se passe, ma charge en tant qu'animation de la commission d'instruction de l'OPQF, c'est pas simplement la veille juridique, c'est aussi la veille de ce qui se passe à l'étranger. Et naturellement, quand je regarde les rapports de l'OCDE, quand je regarde ce que produisent en Europe du Nord et en Allemagne les agences ou les dispositifs paritaires, c'est-à-dire les employeurs et les salariés et les syndicats, sur ces aspects d'évaluation, portent principalement sur l'éducation formelle, l'enseignement, et sur éventuellement, pour certains pays d'Europe du Nord et d'Allemagne, sur l'apprentissage. Mais très rarement dans la définition que nous avons de ce qu'est la FPC au sens du Code du travail. Et c'est là aussi l'effort mais quitte à s'approprier des outils et des méthodologies qu'ils ont mis en place qui seraient en quelque sorte importables. On prend encore une question si... Elle est un peu naïve, mais est-ce qu'on est au clair sur ce à quoi sert cette évaluation ?
Alors, en général ou pour le CNE? À quoi sert-elle? Enfin, en général, quand on évalue, on sait à peu près quoi faire derrière. Et je me demande quelquefois si au niveau de la formation, on s'est posé la question de ce à quoi sert exactement cette évaluation. Enfin, la réponse est un peu banale, j'ai envie de dire, c'est d'abord de savoir si ce qu'on voulait faire, on l'a atteint, et comment on l'a atteint et sous quelle forme on l'a atteint ou pas, pour pouvoir derrière, évidemment, rectifier, faire évoluer, transformer, améliorer, etc. Voilà, c'est vraiment créer des boucles vertueuses entre l'action, enfin la conception de l'action et les résultats de l'action. C'est un peu banal, hein, ce que je dis là, mais peut-être. Je sens un peu plus de perfidie dans ta question, Jacques, sur au fond, est-ce que les objectifs de départ étaient bien fixés? C'est ça ou ça va aussi avec ça, oui, mais j'ai l'impression qu'on évalue beaucoup de choses dans la formation. Quand on fait référence à l'évaluation des politiques publiques, par exemple, on sait à peu près à quoi ça renvoie. Et j'ai l'impression que parfois, dans l'évaluation de la formation, il y a en effet pas mal de fantasmes, quelque part, aussi. Oui, c'est vrai. Bien, merci beaucoup. Merci, Sandra, de nous avoir éclairé sur tout ça. Et j'espère à très bientôt pour qu'on puisse en reparler.